une zone située au sud de la préfecture du département, Agen, qui est d'ailleurs notre prochaine étape. Sandy est guide conférencière indépendante. Elle connaît tous les petits trésors du Lot-et-Garonne et tous ceux qui aiment et animent ce fabuleux patrimoine. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Vincent sur le pont canal d'Agen. Salut Bonjour Vincent. Sandy. Ça va bien? Ouais. Bon, Mais écoute, hein, belle journée pour faire une petite ouais, balade exactement. sur le canal. C'est super beau, on a de beaux jours là. Il y a plein de bateaux qui passent, il y a des cyclistes, il y a des promeneurs. Avec ses 580 mètres, ce pont canal est le deuxième plus long de France et surplombe de 10 mètres le cours de la Garonne. Alors la Garonne avait quand même une grande importance dans la navigation et le transit des marchandises. Alors pourquoi la construction de ce canal finalement? Alors la construction de ce canal de Garonne va débuter donc au cours du 19e siècle. C'est la continuité du canal du Midi, exécuté au XVIIe. Alors pourquoi ce canal? C'est pour éviter de dépendre des caprices de Dame Garonne en fait. Voilà. Parce que le fleuve Garonne, c'est un fleuve le plus petit des fleuves français, mais ce n'est pas le moins capricieux. Donc il y a plusieurs mois dans l'année où tu ne pouvais plus naviguer sur Garonne à cause du manque d'eau, à cause des crues. Donc ce canal, il reste toujours constant, le même niveau d'eau. Malgré son utilité évidente, le pont canal d'Agen fut sous-exploité dès sa construction. La compagnie des chemins de fer français qui en assurait l'exploitation voulait favoriser le réseau ferroviaire naissant en imposant de lourdes taxes aux transporteurs qui voulaient emprunter le canal. Malgré cela, de nombreuses marchandises locales sont tout de même passées par le pont canal. Alors on transportait beaucoup de produits maraîchers et on transportait bien sûr un fruit emblématique d'Agen. Ah oui, le pruneau, oui. Exactement. On transportait aussi beaucoup de tonneaux de vin parce qu'on est une région avec une grande tradition viticole. Le pont canal fête cette année ses 170 ans. Il a vu passer bien des bateaux et des capitaines qui, pour la plupart, ne se doutaient pas du secret qu'il surplombait. Alors après, au niveau de sa construction, il me semble qu'il y a une petite légende, quelque chose. C'est le duc d'Orléans qui a posé la première pierre et sous la première pierre, il a posé un coffret en bois précieux. Voilà. Alors avec des pièces en or, en argent, à l'effigie de la ville d'Agen. Alors aujourd'hui, c'est pas la peine de le chercher hein, parce qu'il est vraiment. Bon, il est on vraiment n'aura au pas fond, justement le trésor voilà. englouti. Vous pouvez croire Vincent sur parole. Inutile de chercher sous le pont canal, car le véritable trésor d'Agen est ailleurs. Précisément au musée des Beaux-Arts dans le centre-ville. Comme nous, Sandy va le découvrir pour la première fois. Elle a pris rendez-vous avec Marie-Dominique, la conservatrice du musée, qui veille avec amour sur cette petite merveille qui date de 1877. Voilà, je vous ai sorti une boîte avec quelques photographies couleur du Cosjuron, cet inventeur de la photographie couleur. Ah, voilà, ça va être un privilège aujourd'hui de voir justement ces photos. On ouvre? Allons-y. Allez. Ce que nous dévoile Marie-Dominique en exclusivité, ce ne sont rien de moins que les premières photos couleurs abouties au monde. Elles ont été prises sur les hauteurs d'Agen, au coteau de l'Ermitage, par un certain Louis Ducos du Haut-Rond, un génial inventeur. Il va prendre un appareil photo. Il ne faut pas qu'il soit très loin de chez lui parce qu'il doit rentrer très très vite pour développer. Donc en fait, il a inventé un appareil avec 3 objectifs qui comportent chacun un filtre de couleur. Il va obtenir 3 positifs, un positif bleu, un positif rouge et un positif jaune. Donc c'est par cette superposition de couleurs qu'on va réussir à avoir la photographie en couleur finalement. Exactement, exactement. Et ça fonctionne encore aujourd'hui comme ça dans Tout à l'imprimerie, puisque les imprimeurs travaillent aussi à partir de ces 3 couleurs primaires. Louis Ducos du Haut-Rond, c'est le personnage illustre d'Agen, inventeur de la photographie couleur, mais aussi de l'anaglyphe, cette image destinée à être vue en relief à l'aide de lunettes spéciales. C'est lui aussi qui a mis les frères Lumière sur la voie de l'invention du cinéma.
C'est un peu le professeur Tournesol de la physique et de la photo, en ce sens qu'il cherche tout le temps, il invente tout le temps, il fait des essais en permanence. Pour nous, c'est une véritable fierté que ce Louis Ducos du Rond ait vécu à Agen, ait fait cette invention à Agen et pris ces photos d'Agen. Le Lot-et-Garonne peut s'enorgueillir d'avoir vu naître des esprits éclairés, mais aussi des esprits facétieux. Quelques kilomètres plus au sud, Sandy tient à nous faire découvrir un village unique en son genre. Montcrabeau, la capitale mondiale des menteurs, Le circuit des menteurs. dont Gilles et Claude sont les dignes ambassadeurs. Bonjour. Ça va, Claude? Ça va? Bonjour, Gilles. Bonjour. Alors, à Montcrabeau, on a un circuit des menteurs. Oui, Montcrabeau perpétue une vieille tradition gasconne qui date de la moitié du XVIIIe siècle, 1748 pour être précis. D'accord, alors qu'est-ce qu'on y faisait ici? Pourquoi on montait comme ça? Eh bien parce que les gens, à Montcrabeau, les gens se réunissaient sur la place du village pour conter l'actualité. Mais seulement il y en avait certains qui, à court d'histoires vécues, en inventaient toutes pièces pour rester à la conversation. Et c'est là qu'est née la tradition des menteurs de Montcrabeau. Des menteurs et des menteries, alors comment on les appelle? On dit les menteries à Ouais. Montcrabeau. Voilà. À Montcrabeau, on ne ment pas, on travestit la vérité. Le monument au cocu inconnu, des noms de rues fantasques, des panneaux potaches. À Montcrabeau, on ne se prend pas au sérieux. Bon, alors ici, justement, il faut faire attention parce que quand on se promène dans le village, il ne faut pas foncer tête baissée. Regarde le panneau, Ah oui. là. oui, je Traversée comprends mieux. d'éléphants roses. Et quand on regarde bien au sol, il y a la trace des éléphants qui sont passés ce matin. Pour vous en rendre compte par vous-même, faites un détour par Montcrabeau début août. Gilles, Claude et leurs confrères organisent chaque année l'élection du roi des menteurs. Et ça se passe sur la place du village. Ici, c'est un endroit incontournable du village puisque c'est le fameux fauteuil des menteurs. Le candidat vient s'asseoir là. Ah, voilà. Il raconte sa menterie. Mais le candidat, une fois qu'il a raconté sa menterie, il monte sur le fauteuil, il baise la pierre de vérité et il jure de travestir la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Laissons là les drôles d'histoires de Montcrabeau pour nous pencher sur l'histoire avec un grand H de ce petit coin de France. Sandy tient maintenant à nous faire découvrir une des fiertés des gens de l'Albret, située à Nérac, sur les bords de la Gélise. C'est Guy, raconteur de pays et passionné par son patrimoine, qui nous accueille sur le pont de Barbaste. Et bonjour Sandy, bienvenue à Nérac, Merci. bienvenue aux portes de l'Albret. Et oui, ici, on est donc au Moulin des Tours. Voilà, au moulin des Tours de Barbaste, moulin des Tours d'Henri IV. Et l'histoire de ce moulin est arrivée un siècle après la construction de ce pont. C'est une grande famille de l'histoire de France, les Albret, qui a fait construire ce moulin à la fin du XIIIe siècle. Un véritable château fort qui a traversé les siècles sans prendre une ride et qui a contribué à faire la fortune des Albret. Car ce pont et ce moulin, étant situés sur un axe important, ils constituaient surtout un péage extrêmement lucratif. Les Albret ont donc profité de ce lieu sur la Gélise pour faire les premiers étages pour conserver l'argent et mettre tous les soldats qui surveillaient ce territoire, et les parties inférieures pour la partie moulin, où les habitants de ce lieu étaient obligés de venir faire moudre leurs grains, autre source de revenus importante. Voilà. Parce que, ce qui a fait aussi la réputation de cette région, c'est Voilà. aussi justement la culture du blé, puisqu'on avait un blé qui était de très bonne qualité et qui était exporté donc jusqu'à Bordeaux, mais également jusqu'aux Antilles et même plus loin. Dans ce contexte, ce moulin fut un des points de départ du succès fulgurant des Albret. Au départ, une famille noble des Landes qui va bientôt rentrer dans l'histoire grâce à un de ses illustres membres. Un descendant célèbre, le fameux
Henri IV. Henri IV. Henri IV qui se faisait appeler par ses amis le meunier des tours de Barbaste, l'oumoulier des Lastous des Barbastes, puisqu'il aimait venir passer ses après-midi dans ce moulin. Il semblerait qu'il y avait peut-être une meunière à corte. À Nérac, son fief, c'est bien connu, le roi Henri IV avait une réputation de coureur de jupons. Dans les jardins de la Garenne, un lieu de promenade bucolique en lisière de la ville, on peut d'ailleurs croiser la statue d'une de ses plus célèbres conquêtes. Et voilà notre Fleurette qui est là pour l'éternité. La fille du jardinier du château, du futur roi de Navarre. Donc elle a 16 ans, Henri a 19 ans. Et arrive ce qui devait arriver pour deux adolescents très... En pleine fleur de l'âge. Et ils passent une nuit ensemble, ça se passe très bien et Fleurette espère que ça durera plus longtemps. Seulement voilà, Henri a d'autres chats à fouetter, un royaume à diriger et bien d'autres cœurs à briser. Et ça a donné lieu à l'expression qu'on connaît compter Fleurette. En français, on suppose qu'il y avait même le verbe fleureter qui a été perdu. Et ce verbe fleureter, les Anglais l'ont transformé en un mot qui veut bien dire cette définition d'un amour sans lendemain, le verbe flirter. Avant d'être roi de France, Henri IV était roi de Navarre. Nérac, au XVIe siècle, a été le théâtre de moments importants de l'histoire de France. On rédigea par exemple ici les fondements de l'édit de Nantes. Ce coin du Lot-et-Garonne était alors le centre de ce pouvoir. Le château de Nérac, dont il ne reste aujourd'hui que l'aile nord, en était le symbole. On est dans le royaume de Navarre, c'est la cour des rois de Navarre. Et c'était vraiment la deuxième cour importante après la cour du Louvre de Paris. Et Nérac était rayonné sur toute la France et la Navarre à cette époque-là. Voire un peu plus loin, puisque beaucoup de pays européens ont laissé venir à Nérac des artistes, des musiciens, des écrivains qui sont protégés par la cour de Navarre et de grandes festivités gigantesques. Enfin, on est quand même dans le pays du bien vivre. Voilà, énormément de viande et la fameuse poule au pot. Exactement, la fameuse poule au pot bien connue.